Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui, ce soir et sur Internet pour notre première édition de la Junior SMTV. Aujourd'hui, nous avons le privilège, pour clôturer le semestre de nos 4e années, les grands qui partent pour la vraie vie, de recevoir un invité exceptionnel. J'aimerais s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Michel Hervé. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être présent parmi nous à l'École de commerce de Poitiers-Tours-Orléans. Je vous laisse la parole pour un bel échange après avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir au fait. Vous voulez que je vous parle d'une entreprise ou que je vous parle de l'évolution des entreprises dans le monde de demain? C'est ça? Oui, je vois des signes plutôt positifs de ce côté-là. Alors, si vous voulez qu'on aille dans le monde de demain, il est important et intéressant d'abord d'aller dans l'histoire, c'est-à-dire de savoir d'où nous venons. Car c'est à travers l'histoire qu'on a la meilleure compréhension de ce qui nous attend, de ce qui vous attend, vous les jeunes surtout, pour le futur. Et en particulier de l'évolution de ce contexte historique dans lequel l'homme s'est continuellement adapté à son environnement. C'est cette adaptation qui nous a mis sur deux pieds, il y a 3 millions d'années, quand on a commencé le Paléolithique, en Afrique, puisque les premiers hommes sont nés là-bas, et qu'il y a à peu près 200 000 ans, on est devenu Homo sapiens. On est passé par différents stades d'Homo, et on est devenu Homo sapiens. Mais dès le Paléolithique, on était dans une position de prédateur. De prédateur, c'est-à-dire de chasseur-cueilleur, comme les autres animaux de la planète. Et ce n'est que vers 10 000 ans, à 20 000 ans plus exactement, ou 10 000 ans plutôt, 10 000 ans, que le néolithique arrive, c'est-à-dire que l'homme commence à se mettre en situation de sédentarisation. Et de prédateur, il devient producteur. Producteur, dans un tout premier temps, agriculteur, éleveur. Et pendant toute cette période du néolithique, il est en même temps dans un mode de pensée qui est tout à fait particulier, qui est la pensée magique. C'est-à-dire que tout élément qui arrive est considéré comme instantané, sans histoire, comme un magicien qui mettrait quelqu'un dans un bac et qui retire la couverture et il n'y a plus personne. C'est cette dimension de l'instantanéité qui caractérise cette pensée de cette époque, qui est une pensée acausale. Il n'y a pas de cause. Et comme elle est acausale, pour éventuellement être à l'abri des éléments extérieurs qui peuvent nous arriver, on a développé un rôle particulier à une personne qui est considérée comme le chaman. Le chaman, c'est celui qui va se sacrifier. Le mot hieros en grec, qu'on va retrouver ensuite dans la hiérarchie, est en réalité un mot qui vient au départ du sacré, qui vient du sacrifice. Et ce sacrifice, c'est celui qu'on pourrait donner à Léonard, s'il y avait un incendie, d'être celui, le premier, qui va l'éteindre. Si tu en es d'accord. Et à partir de ce moment-là, on va lui donner ce rôle du sacrifié qui va éventuellement nous préserver des éléments de la nature. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ce qui est l'élément important, c'est que 5000 ans plus tard, à moins 3000, au moment de l'émergence de l'Antiquité, arrive l'écriture. Et avec l'écriture, nous avons une dimension nouvelle qui est l'expression du temps, puisque entre le moment où on écrit et le moment où on lit, ça peut être dans des temps différents. Et cette écriture va favoriser l'émergence d'une pensée logique et non plus d'une pensée magique. Et cette pensée logique
nous amène à la prise de conscience qu'on est dans une causalité linéaire. Et qui dit causalité linéaire dit émergence de la notion de centrisme. À la fois, la science commence à se développer, et à la fois, ce qui est mystérieux et que la science ne nous explique pas est déifié. Et c'est cette double émergence à la fois du déisme et de la science qui nous amène à penser que la Terre est au centre de l'univers. La Terre est au centre du monde. Et même à l'intérieur de cette société où on s'était sédentarisé, pour prendre à l'autre, la personne la plus importante dans cette société, ça devient le guerrier. Et quand on est guerrier, on pensait à cette époque, au moment de l'Antiquité, que le centre dans l'homme, c'était le foie, parce que c'était le centre des humeurs. C'est ce qui vous donnait la force d'être plus fort éventuellement que l'adversaire. Et si je vous parle de ça, c'est parce que cette émergence de cette pensée sur le temps a évolué au moment de la Renaissance. Puisqu'à la Renaissance, Copernic dit, mais moi, avec justement cette causalité linéaire, dit, mais la Terre n'est pas au centre de l'univers. Ce qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ceux qui pensaient que c'était Copernic qui avait raison, et d'autres qui pensaient que c'était la religion, et en particulier la religion catholique qui avait raison. Et je dirais qu'il y a un moment de séparation de la science et de la religion, c'est 1633, qui est le procès de Galilée, dans lequel Galilée est obligé de renoncer à la connaissance qu'il avait, si vous voulez, de la dimension copernicienne. Et que pour rester, pour ne pas se faire tuer, il a été obligé de dénoncer ça. Et à partir de ce moment-là, on peut dire donc au XVIIe siècle, il y a tout d'un coup la science qui prend son envol. Et son envol fait que, au moment de l'Antiquité, on pourrait dire que les producteurs n'étaient plus seulement producteurs, agriculteurs-éleveurs, mais qu'ils étaient aussi bâtisseurs. Et c'est seulement avec l'émergence de la science, et en particulier la machine à vapeur, mais pas seulement, c'est à la fois en Angleterre, en France, qu'à ce moment-là, la science prend son envol et qu'on commence à rentrer dans un producteur qui n'est plus le producteur traditionnel des espaces, des superficies de la Terre, mais qui devient usineur, c'est-à-dire qui rentre dans les usines. Et comme par hasard, à cette époque-là, c'est l'émergence de la prise de conscience qu'on passe à la connaissance. Alors, j'aurais dû vous dire qu'au moment du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, dans la famille Polo, qui était à Venise et qui faisait du commerce, il y a eu Marco, qui est parti à l'autre bout du monde, tout le monde le sait, et à partir de ce moment-là, ça a été l'idée, qu'on a retrouvée d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, qu'au lieu de se battre par guerriers interposés, on ferait mieux d'échanger par troc interposé. Et c'est le début du commerce, et en particulier l'émergence des banquiers. Et donc on voit, à partir de la Renaissance, que les banquiers commencent à être les plus près des rois ou des seigneurs, et non plus forcément seulement les guerriers. Et c'est donc à partir de ce moment-là où on pense que dans l'homme, le centre de l'homme, ce n'est plus le foie, mais c'est le cœur, le centre des affects. Et ce n'est donc qu'au moment du siècle des Lumières que là, on voit apparaître ce sentiment que ce qui est au centre de l'homme, c'est la tête, c'est la connaissance. Et c'est là l'émergence des écoliers. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde de la connaissance dans lequel la science a pris et la connaissance a pris son envol dans nos sociétés. Oh, il y a eu la modernité au XXe siècle avec l'émergence de la communication et donc du modèle.
c'est-à-dire que le centre n'est plus forcément en l'homme la tête, le centre, ça devient celui qui fait modèle dans la société, le patron en couture. Et donc ce modèle, malheureusement, est devenu tellement puissant avec les moyens de communication qu'on a eu le Führer, on a eu tous les dictateurs qui représentaient, si vous voulez, la société. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, après 5000 ans de pensée magique, après 5000 ans de pensée linéaire et de causalité et de pensée logique, nous sommes rentrés à la fin du XXe siècle dans la pensée systémique. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'une pensée systémique. Mais le premier à nous avoir dit que cette pensée n'était plus centrée, ne faisait plus une dimension de centralité, c'est Einstein. 1915, un siècle l'année prochaine, où il publie son livre sur la relativité générale et où il nous dit « mais le Soleil n'est pas au centre du monde. Il n'y a pas de centre ». Ce que disaient aussi tous les mécaniciens quantiques, comme Planck. Et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les neurologues nous disent « mais le cerveau n'est pas au centre de l'homme. Ce n'est pas la tête. C'est l'interaction systémique entre le cœur, le système nerveux, le système, etc. Tous les systèmes qui composent l'homme, qui interfèrent les uns sur les autres. Et il a fallu attendre 2008 ou 2007 pour que tout d'un coup, les banquiers nous disent le monde est systémique, puisque lorsqu'une banque fait faillite aux États-Unis, ça a des répercussions sur l'ensemble du monde financier mondial. Et donc, on est enfin passé d'une pensée logique à une pensée systémique, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une causalité boucle, c'est-à-dire que la conséquence a des effets sur la cause. Et comme par hasard, cette postmodernité arrive au moment où naît non plus l'ère de l'écriture qui nous donnait une dimension du temps, mais l'ère de l'Internet qui nous donne une dimension de l'espace-temps. Et c'est pour ça que je vous ai fait ce document, pour qu'on se comprenne dans la lecture de l'entreprise. On ne va pas faire un déroulé de PowerPoint comme si on était dans un livre, où on déroule, comme pour le livre, comme pour tout ce qui était l'écriture, la pensée, les uns après les autres, dans une causalité linéaire. On est là dans une dimension systémique, c'est-à-dire dans lequel, effectivement, l'espace et le temps, c'est-à-dire le texte et le contexte, sont rassemblés. Et dans ce monde-là, eh bien, ce qui devient important, ce n'est plus l'usineur. C'est même pas celui qui, après, au XXe siècle, est devenu dans une organisation plus mécaniste, l'ingénieur. Car vous savez bien, en plus je suis dans une école de commerce, donc vous savez bien que cette vision de l'organisation mécaniste nous amène à avoir une hiérarchie entre le col blanc, qui travaille de la tête, c'est-à-dire l'ingénieur, et le col bleu, qui fait la tâche sur les machines, et sur les machines dans une dimension, en plus dans la dimension mécaniste, dans une dimension spécialisée, c'est-à-dire tâche après tâche, dans un travail à la chaîne. Et donc on a, à partir de cette modernité, dans l'usine, à la fois le tâcheron, qui fait les tâches, et puis, je dirais presque le fonctionnaire qui fait les fonctions, hein, et qui représente l'élément de pensée du système d'organisation. Et là, nous sommes arrivés à un autre monde, dans lequel ce qui va devenir important, ce n'est plus le col bleu, qui a été remplacé par la machine à vapeur et l'électricité par la machine, ça ne sera plus non plus l'ingénieur. L'ingénieur, une grande partie de son travail intellectuel, de son cortex,
est passé dans l'ordinateur. Nous faisons des logiciels pour faire de la logique déductive. Toute la science est dans une logique déductive. Cette logique déductive, nous faisons des logiciels pour pouvoir éventuellement augmenter considérablement la part de la logique, c'est-à-dire ce que nous faisions précédemment avec notre cerveau. Donc elle est passée aussi à la machine. Et ce qui est vraiment angoissant aujourd'hui, c'est de voir qu'on fait des machines to machine et qui permet en définitive de se passer, si vous voulez, y compris de l'intelligence cognitive au sens du cortex de l'homme. Pour arriver à une situation tout à fait nouvelle, qui est celle de celui qui va avoir une intelligence intuitive, certains disent émotionnelle, c'est-à-dire une dimension dans laquelle on n'est plus dans la logique, mais on est dans la capacité à trouver des solutions sur des problèmes complexes, imprévisibles et quelquefois incompréhensibles. Et là, dans cette dimension-là, on se retrouve, et c'est ça qu'il y a dans l'entreprise dont je vais vous parler, il y a l'émergence, je ne l'ai pas mis sur ce document-là, tiens, d'une intelligence intuitive, émotionnelle, qui est pour moi le col rouge. Après le col bleu, après le col blanc, c'est le col rouge, c'est-à-dire le toréador avec sa muleta rouge face au taureau. Là, vous n'avez plus besoin de votre intelligence déductive. Vous avez besoin d'un apprentissage permanent, intuitif, qui vous permet de comprendre des signaux faibles, et avec ces signaux faibles, vous allez avoir la possibilité d'éviter de vous faire encorner. Et ce sont ces signaux faibles qui vont faire qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec non plus seulement notre intelligence logique, notre esprit de raison, mais avec notre instinct, notre esprit de finesse. Et notre intelligence intuitive va nous permettre, si nous sommes dans une logique, non pas de vouloir prédire et aller quelque part, mais de faire le chemin en marchant, d'être dans une logique effectuale. C'est-à-dire avoir la possibilité à la fois de marcher en sachant où nous allons et en même temps de pouvoir être attentif à des signaux faibles qui vont se passer sur notre route et qui vous permettra de développer de la création. Nous sommes rentrés aujourd'hui, ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui seront dans le monde de la création. Cette création, elle a 3 dimensions. Une dimension d'entrepreneur, puisque entreprise, c'est passer d'une prise à l'autre comme un gibon, c'est-à-dire d'aller d'une position dans laquelle vous savez où vous êtes à une position où vous ne savez pas où vous allez. Et vous allez prendre des risques. Et c'est cette prise de risque qui va vous donner une capacité à avoir une existence au-delà de l'existant. Mais vous avez également l'artiste, celui qui va faire un morceau de musique, un poème, etc., peu importe, une peinture, etc. Et vous avez également le chercheur, celui qui cherche et qui trouve toujours là où il ne cherchait pas. Et donc c'est cette dimension créative qui va devenir extrêmement importante. Pourquoi ? Alors là, on va revenir sur une dimension qui n'est plus le contexte historique, mais qui est le contexte économique. Alors naturellement, là peut-être il y a des gens qui font de l'économie d'une façon complètement différente de moi. Moi, naturellement, je suis brodélien. Et donc, étant brodélien, faisant partie de la Fondation Fernand Braudel, pour moi, Braudel décrivait 3 échanges économiques. L'échange du don, que vous connaissez à travers Marcel Mauss, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'échanger. Moi, je fais... Alors, l'échange du don, ça se fait dans... Tout le monde le fait dans les familles. Hein, et vous êtes des enfants, vous étiez dans une famille, et en général, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, je disais toujours. Ma femme me disait, chérie, je fais la cuisine, et toi, tu fais la vaisselle. C'est ça le don.
c'est la capacité de faire quelque chose qui va servir à l'ensemble du groupe et qui fait qu'il n'y a pas d'échange marchand. Il y a seulement chacun qui fait quelque chose de différent au sein d'une unité, au sein d'un groupe. Et puis ensuite, vous avez l'économie de marché, l'économie d'échange marchand, mais qui est en général équilibrée dans une compétition transparente. Et là, dans cette compétition transparente, je vous ai mis en dessous, je crois, la foire, le centre-ville, parce que la foire, les foires de Champagne, à partir du Moyen-Âge, se sont développées. Et l'agriculteur était obligé de passer par le commerçant qui était sur la foire et qui venait de temps en temps pour que les consommateurs viennent à la foire acheter. Petit à petit, ça s'est transformé d'une foire qui était intermittente, un jour par semaine, à quelque chose qui est devenu un centre-ville, où les petits commerçants étaient le lieu d'échange entre, d'un côté, les fournisseurs et de l'autre, les consommateurs. Et puis petit à petit, ça a été les hypermarchés. Et aujourd'hui, vous êtes bien conscient que le grand lieu d'échange qui est en train de se développer, c'est Internet. Demandez à Amazon, ils vont vous expliquer ça mieux que moi. Et donc, dans une certaine mesure, il y a des liens qui petit à petit disparaissent, si vous voulez, dans l'échange marchand au profit du dernier lien. C'est comme ça que Uber, par exemple, est en train de révolutionner les taxis. Ou même, autrement, Blablacar est en train de transformer également le problème du voyage. Et donc, on voit bien que dans cette économie de marché, le profit qui est fait est toujours plus fort quand on est auprès du consommateur final, mais en réalité, comme on est dans la compétition, il y aura toujours un compétiteur pour ramener, si vous voulez, le profit à quelque chose d'extrêmement faible. La seule façon de faire du profit, c'est la troisième forme, et c'est Brodel qui dit, la troisième forme de l'économie avec la rareté. Cette rareté, cet échange inégal, se fait lorsqu'on est en situation de monopole. Le monopoliste, celui qui est en situation de monopole, peut vendre son produit le prix qu'il veut. On a en France, par exemple, jusqu'à la fin du XXe siècle, un monopole en France, sur le marché français, qui était le téléphone. Et le jour où on a fait passer France Télécom dans la sphère de l'économie de marché, on a vu d'abord se développer d'autres formes, Bouygues Télécom, SFR, etc., Numéricable, et on a vu le prix du téléphone considérablement diminuer. Et quand on regarde aujourd'hui le coût de la communication téléphonique par rapport à l'an 2000, la différence est considérable. Et donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on n'est plus en situation de monopole, on rentre dans l'économie de marché et dans la compétition dans laquelle, là, les profits deviennent beaucoup plus faibles. Et en même temps, pour pouvoir s'en sortir, ce qu'a fait France Télécom, passé maintenant Orange, c'est d'aller sur le marché international, c'est de s'ouvrir, c'est d'aller en Afrique, c'est d'aller dans d'autres pays pour pouvoir éventuellement élargir son marché et non plus avoir seulement un marché national. Autre façon de faire de l'échange inégal, c'est de faire des oligopoles, des cartels. Et en France, on a progressivement eu un marché comme ça, oligopolistique, sur l'eau, avec deux grandes sociétés sur l'eau qui étaient la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux. Et que la seule façon pour casser cette dimension de monopole, ça a été très souvent que les collectivités elles-mêmes ont fait leur propre travail pour construire leur petite société d'eau, de traitement des eaux. Autre élément de rareté, c'est les privilèges. Alors naturellement, vous pensez bien que les oligarques de M. Poutine sont très heureux d'avoir des marchés dans lesquels il n'y a pas de concurrence. Et le dernier point où on peut faire effectivement de l'économie de rareté capitalistique, c'est lorsqu'on est dans l'innovation. Et c'est cette innovation, c'est-à-dire dans, effectivement, cette dimension de création. Et à chaque fois que vous faites un produit nouveau, là, vous n'avez pas de concurrent. Et donc, vous avez la possibilité d'une économie avec un profit nettement supérieur à ce que vous auriez dans une économie de marché. Le seul problème,
c'est qu'aujourd'hui, cette forme d'économie qui souvent on a brevetisée, fait que même les gens qui ont des brevets aujourd'hui nous disent « Bon, mon brevet, ça va, il va peut-être me protéger pendant quelques années. » Mais ils sont conscients que le brevet ne protège plus. Que tout le monde, à partir du moment où on est dans un monde de création, est en mesure de trouver une création qui va faire que votre rareté va être remise en cause au bout de quelques années. Et donc, l'évolution, c'est qu'il faut un maximum de créativité. Et c'est parce qu'il faut cette créativité qu'à ce moment-là, nous avons développé chez nous une idée que pour être créatif, il faut être soi-même en situation entrepreneur. Donc vous avez peut-être vu que dans cette petite société qui est la nôtre, hein, c'est une ETI de presque 3000 personnes, dans cette société, chaque petit rond rouge, c'est un individu qui est en contact avec son environnement extérieur pour pouvoir être en situation de créativité. Et c'est cette innovation par rapport à l'environnement extérieur qui va lui permettre de s'adapter et donc de faire des créations incrémentales. Des innovations incrémentales parce qu'il a la possibilité de s'adapter à cet environnement, ou de s'adapter lui à son environnement, ou d'adapter son environnement à lui. Je vous donne une petite histoire parce que celle-ci, elle m'a laissé quasiment muet il y a quelques jours. Nous avons l'entretien dans notre groupe de maintenance, on fait beaucoup de maintenance énergétique, et dans cette maintenance, on a les cuves de sprinkler de Airbus à Saint-Nazaire, qui sont des cuves de 3000 m3, et qui, de temps en temps, tous les 4 ans, il faut analyser les soudures pour savoir si elles ne sont pas rouillées, si la cuve ne risque pas d'exploser, si vous voulez, sous cette influence. Donc on va faire des radiographies des soudures de la cuve. Généralement, pour pouvoir aller dans la cuve et faire une radiographie, notre principe, c'est on vide la cuve, on met une échelle, on apporte de la lumière, l'individu monte à l'échelle, c'est un peu difficile parce qu'en même temps, vous voyez, quelquefois, ça glisse, hein, et avec une radio, fait une radio de toutes ces soudures. Bon. Là, nous avons quelqu'un qui a comme ça cette prise de responsabilité, c'est pour ça que nous disons que ce sont des chargés de clients, hein, qui ont cette prise de responsabilité d'intra-entrepreneur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un monsieur qui est un breton, qui, tous les week-ends, fait de la plongée sous-marine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les jeunes aujourd'hui quand ils sont au travail. Il n'y a pas le travail, moi de mon temps, il y a 60 ans, on travaillait, on se formait, on s'amusait. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut travailler, se former et s'amuser en même temps. Et dans cet esprit, il s'est dit, moi je fais de la plongée sous-marine le dimanche, pour aller radiographier mes soudures, je vais faire de la plongée sous-marine dans la cuve. Et à partir de ce moment-là, beaucoup moins de danger, parce qu'il ne risque pas de tomber de l'échelle, hein, et il suffit de descendre. Il va beaucoup plus vite pour le faire, et le client économise 3000 m3 d'eau par citerne. Ça, il n'y a que celui qui fait le travail qui peut avoir cette créativité. Alors après, bien sûr, maintenant, on fait le voyage. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand quelqu'un a été en situation de débrouillardise, dans un brouillard, car vous avez bien compris que dans ce monde de la pensée systémique, nous sommes rentrés dans un monde imprévisible, contrairement à la pensée logique. Dans la pensée logique, on sait ce qui va se passer par la suite. Dans la pensée systémique, tout élément interférant sur tous les autres, on a beaucoup plus de multiplication de facteurs, et plus il y a de facteurs, plus c'est difficile, plus c'est complexe. Dans cette complexité, ceux qui s'en sortent, ce sont les débrouillards. Comme mon toréador avec son taureau.
ce n'est pas celui qui a une connaissance logique des choses, scientifique des choses, c'est celui qui est capable d'apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire d'entreprendre. C'est celui qui est capable de voyager pour apprendre des erreurs des autres ou pour apprendre les bonnes expériences qui se sont passées ailleurs. Et quand, pour vous dire à quel point là, nous, Français, on est en retard, c'est que quand j'ai fait effectivement la ville numérisée à Parthenay, nous étions 3 dans le monde, Singapour, Blacksburg aux États-Unis et moi pour l'Europe. Le temps de mettre l'expérience en place, parce que naturellement, c'était un peu un coup de chance. Là, tout à l'heure, on était avec les chercheurs, c'était un coup de chance parce que je passais au CERN, le professeur Roubia m'avait invité. Eux, ils faisaient la chasse au boson au CERN de Genève, et moi, je leur ai posé une question idiote. Comment vous faites pour que les savants puissent s'échanger entre eux? Et il me dit, mais l'année dernière, on a un jeune Anglais qui s'appelait Tim Buttersley, et qui, sur le réseau américain de défense qui s'appelait ARPANET, nous ont permis d'échanger en permanence avec ce protocole. Et le monde Internet était né. Et là, je leur ai dit, mais c'est génial, je vais faire un Internet, c'est-à-dire une ville Internet. Et donc, quand j'ai fait la ville, le temps de la montée, etc., avec des fonds européens, avec Bill Gates personnellement, eh bien, 3 mois après, c'est en janvier 1995 qu'on a commencé l'expérience. En mars 1995, les premiers à venir voir ce qui se passait dans cette ville numérisée, les Japonais. Les Japonais qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étaient systématiquement à la recherche de ce qu'ils pouvaient trouver ailleurs pour être eux-mêmes en situation d'efficacité. Et donc, le problème des Français, très souvent, c'est qu'on ne voyage pas assez. On ne veut pas apprendre suffisamment des erreurs des autres ou des expériences positives ou négatives des autres. Et troisièmement, on ne sera jamais un débrouillard si on répond seulement aux questions que vous posent vos professeurs. Les meilleurs d'entre vous qui répondent correctement aux questions posées par vos professeurs, ils sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, polytechniciens et énarques. Et ils ont cet handicap qui consiste à se poser des questions plutôt que d'y répondre. Pour se poser des questions, il faut être dans des situations complexes, difficiles, et où on va élargir le champ de ces possibles. Et donc, c'est cette orientation, j'espère que vous l'avez dans cette école, hein, je vois des professeurs au fond de la classe, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est non plus d'être dans une situation déductive, mais dans une situation inductive ou abductive. Inductive, c'est que vous faites rentrer l'extérieur et que vous comparez avec les expériences que vous avez déjà. Et dans l'abductive, c'est vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà des expériences et vous projetez sur l'extérieur pour comprendre ce qui est extérieur. Et donc, nous sommes dans cette relation aujourd'hui qui est importante et que nous faisons avec notre cerveau limbique. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que vous avez une dimension intuitive, c'est parce que dans votre cerveau, vous avez votre cortex qui est la logique et vous avez votre cerveau limbique qui est là où vous avez tout emmagasiné votre expérience, votre apprentissage. Alors, pour se comprendre, non pas par rapport à ce qu'on fait dans mon entreprise, où effectivement ils sont en dépannage, par exemple, et où il faut interpréter les bruits, il faut interpréter tout un tas de choses, mais ça serait, Claudia Schiffer qui veut descendre dans un cercle, hein, vous avez vu sa voiture, et où il faut appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on a des possibilités, comme pour les aviateurs, de décoller et d'atterrir sans que l'aviateur, en quoi que ce soit, n'intervienne. Où est-ce qu'on a besoin de l'aviateur? C'est un peu comme Léonard quand il devient le pompier. C'est lorsqu'il y a quelque chose qui tout d'un coup est un bruit insolite, un moteur qui ne fonctionne pas bien. Et c'est comme ça qu'un aviateur a réussi à sauver des gens sur l'Hudson parce qu'il a été capable, à travers toute l'expérience qu'il avait de son atterrissage, de l'atterrissage, de pouvoir interpréter les signaux faibles pour pouvoir trouver une solution au problème qui lui était posé. Et donc, ce que je voulais seulement vous dire, c'est que nous rentrons dans une société de créativité dans laquelle
tout individu va se retrouver dans cette situation de manager de son propre fonctionnement, avec deux choses quand on va être dans un groupe, c'est qu'il y a de l'innovation par rapport à notre environnement, mais il y a aussi de la règle par rapport à l'équipe avec laquelle vous allez être. Et là, je prends ma casquette d'avoir été président des ludothèques de France. Quand vous jouez, c'est amusant de jouer à un jeu, mais vous jouez parce qu'il y a des règles du jeu. Et donc, toute société à la fois construit de l'autonomie dans laquelle vous pouvez vous amuser à faire des choses innovantes que vous ne connaissez pas, hein, comme quand on joue aux échecs, mais en même temps, vous jouez dans un contexte de règles. Et ces règles seront les règles que vous allez construire en équipe. Alors bien sûr, vous pourriez avoir des règles imposées, mais très souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'étais enfant, les règles imposées, je faisais de la transgression, ma liberté par la transgression. Il y avait ensuite les règles argumentées. Ça, c'est celles qu'on vous donne à l'école pour que vous ayez une sensibilité éducative, c'est-à-dire une compréhension du pourquoi des contraintes, et que vous les acceptiez. Et troisième possibilité, les règles que vous co-construisez. Et nous sommes rentrés aujourd'hui dans une société où effectivement, on va de plus en plus, et c'est le cas naturellement des sociétés holistiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le transactionnel, on n'est plus dans des sociétés mécaniques, organisations mécaniques comme Taylor, on n'est plus dans des sociétés transactionnelles, c'est-à-dire des matrices, on rentre dans des sociétés dans lesquelles on a, alors il y a un dernier livre qui vient de sortir, qui est très intéressant parce que naturellement on est cité comme étant les plus en avance en France, donc ça c'est toujours plaisir, hein, qui est un livre fait par le Mix d'organisation aux éditions Erol, de Jacques Chochem, des anciens de Bossard, hein, des polytechniciens, et qui disent la société mécaniste est passée ensuite à la société transactionnelle et qui passe à la société holistique. Cette société holistique n'a plus de matrice. Cette société holistique, elle est faite essentiellement comme le vivant, de bas en haut, à travers des unités petites qui s'agrègent pour faire un groupe. J'ai 200 unités comme ça aujourd'hui dans ma propre entreprise, hein, les cercles bleus, hein, qui sont les cercles bleus, et qui elles-mêmes se regroupent ensuite par 12 unités en territoire, et qui eux-mêmes, les 12 territoires, font la société. Et si j'étais, je ne sais pas, Sodexo, il suffirait d'un niveau supplémentaire pour avoir une société de 400 000 personnes. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir donc des gens qui vont en groupe construire du partenariat ensemble. Alors, ce partenariat, naturellement, va être construit à travers quelqu'un qui va jouer un rôle particulier, qui est celui du chef d'orchestre. Autant quand nous sommes un trio ou un quatuor, nous n'avons pas besoin de chef. On peut ensemble travailler les uns avec les autres dans une stratégie collective tout en ayant sa stratégie individuelle. Dès que nous allons passer à des formes d'organisation plus importantes, nous pensons qu'au-delà de 20, c'est plus difficile. Parce qu'au-delà de 20, ce qui se passe dans nos sociétés, c'est qu'on perd le respect de l'autre. Pour qu'il y ait du respect, on a des réseaux aujourd'hui qui peuvent être des milliers de personnes, hein, il suffit de prendre Facebook, etc., et vous avez des amis, vous pouvez en avoir 200, 300, 1000, etc. Le problème, c'est que vous ne rentrez pas dans une dimension du respect. Pour qu'il y ait une dimension du respect, il faut pouvoir se toucher, il faut pouvoir se rencontrer. Hein, c'est comme chez les scientifiques, on fait des séminaires de temps en temps ensemble, bien qu'ils aient Internet, effectivement, ils s'échangent. Hein, au CERN à Genève, ils étaient obligés de se rencontrer. Et à partir de ce moment-là, c'est cette rencontre, cette capacité de rencontre qui va vous donner l'économie du don. C'est là où vous allez commencer à dire « je fais un cadeau, un don à l'autre pour que l'autre me fasse effectivement un contre-don ». Mais le don et le contre-don ne peuvent se faire que dans le respect mutuel. Donc tout le problème du chef d'orchestre, c'est créer un groupe dans lequel tout le monde se respecte. Dès qu'il y a des dissensions à l'intérieur d'une équipe, vous savez bien qu'elle perd. C'est comme ça que l'équipe de France a eu, du temps de Jacquet, a eu la Coupe du Monde de football, parce qu'en face, les Brésiliens, il y avait 3 Brésiliens qui se bouffaient le nez entre eux. Hein ?
Et l'équipe de France, avec Zidane à l'époque, était extrêmement soudée. Et c'est le fait d'être une équipe extrêmement soudée qui leur donnait la possibilité de développer le don et le contre-don. Donc le chef d'orchestre va avoir cette fonction. Il va aussi avoir une fonction de sélectionneur à l'entrée et à la sortie. Il va avoir la fonction d'éducateur, ce que font ici vos éducateurs, c'est-à-dire la prise de conscience des erreurs. Et le problème de l'éducateur, c'est qu'il a le mauvais rôle, c'est le chaman dans le groupe. C'est celui qui vous dit ce qui ne va pas. Et Dieu sait si j'ai été moi-même professeur à Paris 8, donc je sais à quel point les jeunes, quand on leur remontre, quand on leur dit que ça ne va pas, la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de dire qui est ce professeur. Hein. Et vous avez tous connu des instituteurs, quand vous étiez jeunes, qui étaient la plus peau de vache, hein, que vous considériez comme une peau de vache. Le seul problème, c'est que 40 ans plus tard, tout le monde dit « c'était mon meilleur professeur hein ». Donc celui qui surligne, et donc le chef d'orchestre, il a ce rôle mauvais, 3 minutes, le rôle du chaman, effectivement, et qui explicite les erreurs. Il a aussi, et ça c'est très important, le rôle du catalyseur, c'est-à-dire celui qui brasse, celui qui permet de passer de l'un à l'autre. Et vous voyez que dans ce monde-là, dans ce monde-là, nous passons d'un système qui était hiérarchisé de haut en bas à un système qui devient un système beaucoup plus participatif, dans lequel on fait du concertatif. On fait du concertatif, c'est-à-dire qu'on décide ensemble, hein, et du latin concernere, hein, qui veut dire décider, ensemble. Et pour décider ensemble, quelquefois dans ces groupes de 20 personnes, on est obligé de faire venir des gens extérieurs qui vont raconter, eux, ce qu'ils vivent à l'extérieur. C'est un petit peu ce que votre association fait aujourd'hui en faisant venir quelqu'un d'autre pour que les idées qu'on a dans la tête et qui sont quelquefois cristallisées puissent petit à petit s'ouvrir à nouveau parce qu'il y a des arguments différents. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, et vous le sentez bien, dans lequel l'argumentation est devenue plus importante que l'argument d'autorité, c'est-à-dire l'autorité des arguments plus important que l'argument d'autorité. Tout ça, allez, je termine, parce que je sens que le temps, effectivement, est là. Tout ça pour vous dire que les comportements, aujourd'hui, de la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, le mien, et peut-être aussi des gens de mon âge dans la salle, c'est plus le comportement du « wow », mais c'est le comportement du « why ». Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le comment on fait. Ça, on va avoir des logiciels pour le faire. Mais c'est pourquoi on le fait. Quel est le sens de notre orientation? Donc nous ne sommes plus dans une logique linéaire, théorique. Nous sommes dans une logique pragmatique, systémique. Nous ne sommes plus dans le déductif avec une notice pour savoir comment ça marche. Mais nous sommes dans l'inductif, essai-erreur. Et moi, j'ai des enfants de 12 ans, je peux vous assurer, ils vont plus vite que moi pour faire marcher un appareil nouveau que personne ne connaît, parce qu'ils font essai-erreur. On était dans l'écrit, vous êtes dans l'image. On était dans la subordination. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le service militaire encore à notre époque. Vous êtes dans la coopération. Hein, on était dans le temps décomposé, je vous ai dit, vous êtes dans un temps holistique. On était avec des réseaux d'amis, vous êtes dans des réseaux sociaux, on était dans la rétention. On rentre dans un monde de transparence totale. Et ça, c'est peut-être le plus difficile pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je vois dans mon entreprise, ils sont tous des nudistes, dans lequel on définit et où chacun, si vous voulez, n'a plus de capacité à manipuler. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans les sociétés. On était dans un pouvoir de domination, c'est le titre de mon livre, on est passé dans un pouvoir de création. Il n'y a plus de société de domination. Alors le problème, c'est que vous allez rentrer dans un monde où 95% des entreprises sont encore dans des entreprises, comme je vous ai dit tout à l'heure, transactionnelles, dans lesquelles ce pouvoir hiérarchique est encore très fort. Très difficile à faire évoluer pour des sociétés qui sont déjà constituées. Qu'est-ce qui empêche cette évolution? Ce n'est pas ceux qui sont à la base de la société qui ne demandent qu'à être en contact effectivement avec la créativité. Ce ne sont pas les gens qui sont en petite entreprise, en start-up. Ce sont souvent les corps intermédiaires qui ont quelque chose à perdre.
Et ce sont tous ces corps intermédiaires qui, aujourd'hui, font inertie à cette évolution des sociétés pour aller dans une organisation comme le vivant. Mais c'est la seule façon de faire de la création comme le vivant. Parce que, et c'est là ce que je voyais l'autre jour avec mon ami Coppens, c'est qu'on a commencé à faire du vivant pour développer de la négantropie. On a dû vous apprendre ça, le mot de la négantropie, c'est-à-dire diminuer, parce qu'à travers l'information qui est échangée, l'information que je vous donne, je la garde. Donc automatiquement, c'est moins d'énergie ou moins de matière nécessaire pour faire fonctionner l'ensemble de la communauté. OK ? Donc le vivant s'est développé de cette manière-là, pour développer de la négantropie. Aujourd'hui, nous sommes, avec le monde Internet, rentrés dans un autre monde, qui est, je dirais, je ne partage pas toujours les idées de Teilhard de Chardin, mais cette idée de Teilhard de Chardin est formidable, c'est celle de la noosphère. Nous rentrons dans la négantropie du groupe, et non plus seulement du vivant. Hein, c'est-à-dire qui fait fonctionner notre cerveau comme un lieu d'information privilégié. Nous sommes rentrés dans un monde où nous échangeons les informations entre les cerveaux eux-mêmes pour entrer dans une dimension du noosphère. Dans cette dimension-là, c'est que de la création, que de la création, que de la création. Merci.